David Shapira, bonjour, Boker Tov. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous vous avons sollicité pour essayer de prendre un petit peu de recul sur les événements majeurs qui se sont produits ces derniers jours, on va dire ces 10 derniers jours, avec au début bien entendu cette crise sécuritaire dans le pourtour de la bande de Gaza, des tirs de plus de 450 missiles en direction du territoire israélien, et puis ces menaces de chute du gouvernement, la démission de Lieberman, la menace de démission de Bennett, et puis finalement Netanyahou qui une fois de plus arrive à retomber sur ses pattes et à stabiliser sa coalition, plus ou moins pour l'instant. La première question que je vous pose, c'est vous avez été surpris par les démarches de Binyamin Netanyahou, par la capacité de Binyamin Netanyahou à malgré tout, malgré les difficultés, réussir à restabiliser sa coalition, à éviter, comme il le voulait, des élections anticipées? Oui, on l'appelle d'ailleurs le magicien, et on se demandait de quel chapeau il allait sortir son lapin blanc. Et c'est vrai que c'est très étonnant. Tout d'abord, ce qui est très étonnant aussi, dans le bon ou le mauvais sens, ça dépend comment on se place, c'est la retenue de Binyamin Netanyahou face à cette avalanche de missiles durant ces 24 heures où nous étions certains que la guerre, une nouvelle opération allait éclater, parce que nous pensions d'ailleurs qu'il n'était pas possible que l'armée ou le ministre de la Défense ou le Premier ministre ne puisse pas réagir avec grande fermeté contre ces tirs de missiles. Mais il faut aussi prendre en compte, évidemment, dans ce genre de cas, d'opérations militaires, les dizaines de soldats que nous aurions dû aussi accompagner au cimetière dans leur dernière demeure. Donc, c'est vrai qu'on est très, très en colère et qu'on veut absolument réagir par le ventre, et que la retenue de Netanyahou a certes évité peut-être de perdre la vie de plusieurs soldats, mais lui a coûté une crise, comme vous l'avez dit, gouvernementale aiguë, avec la démission du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Alors, pour l'instant, le résultat est une coalition de 61 députés. C'est difficilement gérable. Déjà, Israël est difficilement gérable avec 68 ou 100 députés, ce qu'il avait au départ. Maintenant, il va falloir la présence et la mobilisation de tous les députés de la coalition gouvernementale. C'est pas facile. Alors, il reste encore un an avant les élections, qui sont prévues de novembre 2019. On parlait de les anticiper au mois de mars. Écoutez, pour l'instant, rien n'est vraiment encore très joué, rien n'est vraiment fixe. On vient d'apprendre ce matin que le ministre Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur, est soupçonné de fraude fiscale, de blanchiment pour une somme de 2 millions de shekels. Ça a été publié ce matin sur Ynet. Donc là aussi, une nouvelle crise s'annonce, parce que si Aryeh Deri est accusé, eh bien, ce sera le parti chasse qui risque aussi de quitter la coalition. Vous voyez, chaque semaine, c'est un nouvel événement, chaque semaine, c'est une nouvelle crise. Quand c'est pas une crise militaire ou une crise sécuritaire, ça peut devenir maintenant une crise financière avec des accusations qui sont lancées contre le ministre Aryeh Deri. Donc c'est difficile. Alors effectivement, c'est difficile de se faire un avis clair. Maintenant, je voulais vous demander, on a vu au cours de cette crise politique et même de la crise sécuritaire, nous y reviendrons après. La crise politique, on a vu que les dirigeants parlaient beaucoup ou d'intérêt personnel ou de responsabilité collective, de responsabilité donc face à une situation sécuritaire problématique, etc. Vous avez le sentiment que aujourd'hui, on joue avec certains intérêts d'État pour finalement masquer des intérêts personnels, ou alors vous avez le sentiment que des gens comme Naftali Bennett, lorsqu'ils décident finalement de ne pas démissionner, c'est parce qu'ils ont comme ils le disent, en tout cas, ils ont un sens aigu des responsabilités. Comment vous jugez un peu la classe politique israélienne aujourd'hui ? Écoutez, pour ne rien vous cacher, je juge la situation comme très floue. Regardez, juste avant justement le retournement spectaculaire de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked, au moment où ils devaient démissionner, la veille, des membres proches de Binyamin Netanyahou, des responsables de la sécurité, appellent certains rabbins du mouvement sioniste religieux pour faire pression sur Naftali Bennett et Ayelet Shaked de revenir sur leur décision, car des dangers existentiels sont encore présents. Et puis, hier, je me suis tombé sur une interview télévisée de Ehud Olmert,
l'ancien Premier ministre, qui a aussi fait un peu de prison. On va en parler, dans la revue de presse. Oui, c'est un bluff. Il dit c'est du bluff. Jamais Israël ne s'est jamais aussi bien senti. Il n'y a aucune menace sécuritaire sur Israël. Voilà. Il n'y a aucun Alors pays qui croire Je ne sais pas si Olmert c'est la personne que l'on peut croire de prime abord. Oui, il le dit, j'ai été Premier ministre, je connais certains dossiers, quelques dossiers que beaucoup de gens ne connaissent pas, je suis très au courant de ce qui se passe. Donc à la fin, on se demande qui a raison, qui ment ou qui bluffe. Ce qui est sûr, Daniel, c'est que tous les partis de la coalition et tous les ministres qui sont en place ont beaucoup à perdre en anticipant des élections. Ça, on le sait. Peut-être pas le Beit Haleumi de Naftali Bennett qui se maintient avec 12 députés, mais tout le reste, tous les autres partis reculent face à une émergence ou encore d'un nouveau parti du centre qui serait, je dis au conditionnel, dirigé par Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major, ou Yair Lapid qui progresse aussi dans les sondages. Donc il y a encore, vous avez parlé d'intérêt personnel, pas mal à perdre et peu à gagner tout compte fait, car Netanyahou, on le sait, sera probablement le prochain Premier ministre, sauf s'il n'est pas, encore une fois, accusé de malversation, lui aussi, qui l'empêcherait de briguer un nouveau mandat. Mais pour l'instant, les jeux sont faits, on a beaucoup à perdre et très peu à gagner dans toutes les constellations et dans tous les scénarios politiques. Alors, il y a eu aussi, toujours dans le cadre de cette crise, je parlais des problèmes sécuritaires, il y a eu une déclaration qui peut-être surprendre, et qui ouvre un véritable débat de valeurs dans la société israélienne. C'est celle de Naftali Bennett qui, lorsqu'il a annoncé qu'il ne démissionnait pas finalement, eh bien, il a assorti cette annonce de toutes sortes de critiques dirigées vers l'armée israélienne, vers la force, on va dire la force de dissuasion, mais c'est pas obligatoirement la force de dissuasion, mais en fait la capacité des soldats israéliens aujourd'hui à aller au combat, la capacité à combattre sans crainte, non pas de leurs ennemis, mais même des juristes du procureur général militaire, du bureau du procureur général militaire. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'armée israélienne est menottée quelque part et qu'elle ne peut pas, pour des raisons justement juridiques, parce que il y a presque derrière chacune des opérations des juristes qui vérifient, qui valident si cela est conforme aux valeurs morales et éthiques de l'armée israélienne, qui ne peuvent pas combattre comme ils le souhaiteraient? Écoutez, c'est une question qu'on se pose déjà depuis au moins 30 ans. Et je me rappelle quand j'étais jeune, et ça remonte à quand même quelques dizaines d'années, ce genre de questions aussi se posait quand on nous distribuait un petit livret avec toutes les consignes pour ouvrir le feu, oui ou non, si nous étions oui ou non en danger. Donc c'est une question qui revient à peu près déjà depuis encore une fois plusieurs décennies. Le fait est le suivant. L'armée n'est pas, je dirais, un corps indépendant. L'armée obéit au gouvernement de l'État et c'est comme ça au gouvernement qui est dirigé par le gouvernement qui donne des ordres. Et donc l'armée n'est pas indépendante. L'armée ne décide pas quelle opération elle doit faire et les capacités des soldats ne doivent pas être mises en doute parce que l'armée doit obéir aux ordres que le gouvernement décide dans des réunions, dans des décisions qui sont des fois des décisions très, très graves et très importantes. Donc laissons l'armée de côté, arrêtons un peu cette démagogie. Les soldats sont brillants, courageux, héroïques, et l'armée est capable en 24 heures, 48 heures de reconquérir la bande de Gaza et de défendre l'État d'Israël, j'espère, jusqu'à l'éternité. Maintenant, ce qui concerne évidemment ce problème de éthique et de l'armée, c'est une question qui revient souvent, spécialement depuis la dernière affaire de Lior Azaria. Voilà, ça. Et c'est toujours ce spectre. Je vous rappelle quand même que le ministre de la Défense, Bouki Ya'alon, celui qui avait précédé Lieberman, a démissionné à cause de cette affaire. Il y a toujours ce spectre de savoir jusqu'où on a le droit, de conserver ou de violer cette éthique morale que Tsahal revendique et que nous revendiquons et fiers d'avoir des soldats qui ont une moralité, qui lorsqu'ils devront un jour conquérir un territoire ne violeront pas les femmes, ne tueront pas les enfants et ne voleront pas non plus le butin. Les biens des personnes des civils, etc. Donc, encore une fois, je propose, et je le dis devant les auditeurs, de laisser le débat au sujet de l'armée des soldats de côté. Nous avons une très très belle armée de qualité, avec beaucoup d'inventions et
et beaucoup d'imagination technologique et autres. Rappelons-nous la récente opération qui a malheureusement échoué, mais il y en a encore beaucoup d'autres sur le terrain et dont nous ne saurons jamais l'existence. Donc je pense que oui, juridiquement, la situation est complexe. Oui, pour un soldat qui a une arme et qui doit tirer, oui, c'est pas facile et il aura peut-être à donner des comptes après pourquoi il a appuyé sur la gâchette. Mais c'est ce qui fait aussi la force de Tsahal et sa force morale. Nous ne sommes pas des barbares, nous ne nous comportons pas comme toutes les armées du monde et c'est aussi notre fierté. Et je crois qu'on peut marcher la tête haute et ça aussi c'est important. Car nous-mêmes, nous avons été soldats, nos enfants l'ont été et nous espérons qu'ils garderont les mêmes valeurs éthiques que nous avons dû conserver pendant que nous étions à l'armée. Alors, c'est pas parce qu'on a un uniforme et une arme qu'on doit se comporter comme un barbare. Alors, une dernière question dans la série des questions qui nous permettent d'évaluer la situation avec un petit peu de recul. On a, à travers la crise de ces derniers jours, on a eu le sentiment que, et vous parliez tout à l'heure de Netanyahou comme un magicien, que la classe politique, la vie politique israélienne sans Binyamin Netanyahou serait une vie quasiment impossible à vivre. On a l'impression qu'on est tellement habitué à la présence de Netanyahou qu'on se demande comment l'État d'Israël pourrait continuer à vivre sans Binyamin Netanyahou. Je me trompe ou alors c'est-à-dire que... Non, vous ne vous trouvez pas. C'est une bonne analyse, seulement c'est aussi très inquiétant. C'est ça. Parce que le pays ne peut pas dépendre d'une seule personne. Tout cela me fait penser à la crise politique française avec Emmanuel Macron, qui était la personnalité, le sauveur qui allait enfin sortir la France du marasme. Aujourd'hui, avec les revendications et les manifestations des Gilets jaunes et la contestation, on est très inquiet, pas du fait que Macron soit en échec, mais du fait qu'il l'alternative, qu'est-ce qui reste? Il reste les extrêmes, de gauche, de droite. Donc tout ça, c'est négatif. Tout ça, ce n'est pas souhaitable. Et il ne faut pas qu'un État, tel qu'il soit, puisse dépendre d'une seule personnalité, d'un seul homme en chair et en os. Il faut absolument que la classe politique puisse compter des alternatives, peu importe pour qui on est, dans quel camp. Mais rappelez-vous les élections municipales à Jérusalem, il y avait 4 candidats. Pour ma part, les 4 candidats étaient des bons candidats. Et ils étaient tous bons, ils étaient tous aptes à être potentiellement maire de Jérusalem. Il faut aussi que ce soit la même chose au point de vue du gouvernement, de l'État. Il faut qu'il y ait plusieurs candidats qui puissent un jour remplacer Netanyahou, parce que sinon nous nous retrouverions dans une grande crise, dans une grave crise. Et c'est pas bon quand il n'y a pas d'adjoints ou d'alternatives ou de personnes qui suivraient le départ de Netanyahou. Vous savez, on ne peut pas programmer le départ de Netanyahou. Ça peut arriver du jour au lendemain si, par exemple, il est mis en accusation pour certaines malversations. Donc il faut être inquiet de cette situation. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, David Shapira, de nous avoir éclairé, donc d'avoir accepté de prendre un petit peu de recul sur la situation de ces derniers jours, et politique et sécuritaire, et de nous avoir transmis, en tout cas, vos impressions, vos sentiments sur ces deux situations, cette double situation. Merci d'avoir été avec nous ce matin, et bonne continuation. Merci. Shabbat Shalom à tous les auditeurs. Shabbat Shalom, à bientôt. Voilà, nous allons marquer une pause musicale, et on se retrouve, on va faire tout de suite le jingle, et ce sera la revue de la presse et des médias israéliens.